Je n'ai pas tué, tout juste volé le roi pour améliorer l'ordinaire des gueux, tout comme moi assujetti à l'odieuse gabelle. Marinier de Loire, je me suis fait prendre une seconde fois la main dans un sac contenant le faux sale. Les gabelous m'ont arrêté sans ménagement et pour le paiement de ce forfait honteux, je fus envoyé à Marseille croupir dans les galères. Ne pensez pas que je suis une exception parmi ces malheureux, victimes d'un pouvoir inhumain et qui viennent mourir pour la plupart avant la fin de leur peine. Bien rares sont les véritables criminels parmi cette bande de loqueteux, réduits à la condition de bêtes. 8 sur 10 de mes compagnons de misère n'ont pas une goutte de sang sur les mains, et pourtant, bien peu arriveront au bout du voyage. Pour éclairer vos lanternes, tout en tâchant d'effacer la déplorable réputation que l'histoire nous a collée au basque, je vais m'efforcer de vous narrer ma triste aventure. Ne pensez pas que j'attends de vous compassion ou indulgence, pardon ou regret. Le temps a effacé nos mémoires, il ne sert à rien de réécrire l'histoire. Il s'agit juste de laisser une trace pour que l'oubli ne nous recouvre plus de son insidieuse gangue d'infamie. Il advint qu'une première fois, je fus surpris par un gabelou avec un tonnelet rempli d'un peu de sel que j'avais dissimulé là avant de franchir le port d'Ingrande. Je comptais le livrer sur le chemin à des malheureux qui espéraient ainsi se soustraire à l'achat du sel taxé dans le grenier éponyme. Pour prix de mon insupportable forfait, une grivellerie qui mettait l'économie du royaume en péril, je fus marqué au fer rouge de la flétrissure des voleurs, une fleur de lys emblème du roi. Devant la cherté de la vie et le besoin impérieux de sel, matière si précieuse pour conserver alors les aliments, je décidai de passer outre le risque encouru. Cette fois de me faire trafiquant véritable, usant de nombreuses astuces pour tromper les soldats du roi. J'avais retenu de la première fois. J'usais de tous les stratagèmes possibles pour déjouer la vigilance de ces maudits gabelous. C'est hélas une odieuse trahison, celle d'un client qui, en contrepartie de ma dénonciation, échappait à sa peine, que je tombais pour la seconde fois. Je savais le sort qui m'était réservé. Pas de surprise. La justice était aux ordres d'un pouvoir qui réclamait des hommes, ou plus exactement des esclaves, pour les galères installées à l'arsenal de Marseille. 3 années sur le banc de nage. 3 années d'effroi, comme en témoignaient les très rares survivants. Je n'avais plus qu'à compter sur ma robuste constitution pour revenir un jour en bord de Loire. Les chaînes aux pieds, je fis le long voyage de Monsuliage jusqu'à la Méditerranée, relié par les mêmes fers à mes compagnons de misère. Et escorté par des gendarmes, traité pire que charogne par ceux-là, mais aussi par la populace, nous subissions injures et crachats, la honte aux joues et le cœur en révolte contre pareil traitement inhumain. Nous n'étions pourtant pas au bout de nos peines avec ce séjour en enfer, que nous débutions ainsi de la pire des manières. Nous étions en l'an de grâce 1747, au début de l'automne. L'arsenal militaire de Marseille avait été construit à l'initiative de Colbert. Nous avions marché près de 700 kilomètres en de longues étapes. C'est aux portes de l'hiver que nous fîmes notre entrée dans cet univers glauque. Nous avons été répartis sur différents bancs de nage sur notre galère, remplaçant ceux qui n'avaient pas survécu.
terrifiant, étroit, pour 5 galériens attachés les uns aux autres. Dans cette maudite brancade de 2,30 m de long et de 1,25 m de large, nous devions trimer, manger, dormir, déféquer et tenter de survivre avec une ration journalière de 2 livres de biscuits, 4 onces de fèves et parfois un peu de vin. Nous avions le sentiment d'être déjà installés dans notre futur cercueil. Mais ne croyez pas que ce fût la navigation la pire expérience. Au contraire, c'était là la période la moins épouvantable, car quoique à l'air, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, nous étions à l'ouvrage et plutôt mieux nourris que lorsque l'inaction nous réduisait à croupir dans l'arsenal, où, sans protection aucune contre les courants d'air, mes camarades les plus faibles tombaient les uns après les autres de faiblesse, de maladie, de malnutrition ou de désespoir. C'est là que je devais survivre si j'en avais la force 3 longues années. C'est du moins ce que je pensais quand les circonstances se bousculèrent quelque peu. Jean-Philippe, chevalier d'Orléans, le général des galères, fut nommé à ce poste de second ordre à l'époque quand il avait tout juste 16 ans. Le jeune homme se prit progressivement de passion pour sa fonction, au point que, fort de l'influence, le fils du régent obtient de son cousin le roi le maintien de ce corps. Sa mort, le 16 juin 1748, va sonner le glas de cette institution obsolète. À la mort de son vieux cousin, le roi saisit cette opportunité pour dissoudre ce corps d'État bien trop coûteux en regard des services rendus. Nous apprenons ainsi que nous allons être rattachés à la marine nationale et qu'il serait question d'un transfert à Brest. Un beau voyage qui n'était pas pour nous déplaire en dépit des inconvénients du trajet, tant pour nous rien n'était pire que notre bandonnage et surtout l'inaction à l'arsenal. C'est plus tard, naturellement, que j'appris le détail de ce vaste transfert qui devait me faire découvrir du pays. Le 10 mars 1749, des gabarres arrivent dans le port de Brest afin de subir quelques arrangements pour acheminer dans la rade de Brest ceux de mon espèce qu'elles iront quérir à Bordeaux. Quant à nous, de Marseille, nous rejoindrons Agde par voie maritime sur des tartanes qui gagneront ensuite le canal du Midi. Là, pour rallier, nous naviguons sur des flûtes jusqu'à Toulouse. Puis, pour naviguer jusqu'à Bordeaux, nous descendrons la Garonne sur des gabarres. De là, 5 gabarres nous emporteront à Brest en une ultime étape de ce grand voyage aux frais du roi. Pour nous, ce fut, en dépit des circonstances, une sorte de croisière pour laquelle nous n'avions qu'à supporter une fois encore la promiscuité à laquelle nous étions habitués, et les mauvais traitements de nos gardes-chiourmes qui ne différaient guère de notre quotidien. Nous partons le 24 avril et gagnons Toulouse le 4 mai. Le lendemain, nous descendons la Garonne jusqu'à Bordeaux où nous embarquons sur les gabarres le 10 mai. Le 25 mai, à 8 heures du soir, l'esturgeon, la gabarre de mer sur laquelle j'étais un passager entravé, toucha la rade de Brest. Le lendemain, alors que d'autres navires étaient égarés en mer, mes camarades et moi-même, devenus durant le trajet des forçats, nous mettions les pieds à terre pour découvrir cette nouvelle résidence et un statut différent, certes, mais toujours fort peu enviable. Désormais, nous étions devenus des forçats du roi. Durant le trajet, 10 des nôtres avaient perdu la vie.
130 autres malades furent installés directement à l'hôpital. Au bilan final, il faudra dénombrer 76 décès durant cette croisière peu banale. Les survivants abandonnaient la mer pour le port, la rame pour les outils du condamné aux travaux forcés. Pour le reste, rien ne changeait. Ni notre maigre ration, ni notre tenue d'indignité, ni la chaîne. Pour moi, j'allais quitter cet univers concentrationnaire car j'atteignis sans grand dommage le terme de ma peine. Ce voyage, ces préparatifs, ces nombreux reports, changements, hésitations et contretemps m'avaient permis de me préserver quelque peu et de voir le temps s'écouler moins péniblement. Je pouvais regagner mes pénates, retrouver les miens et ne plus tenter le diable en jouant les faux-sauniers. À force de traîner les fers aux pieds, je m'étais mis un peu de plomb dans la tête. Pour évoquer cet épisode de ma vie, je couchais sur le papier ce récit maladroit et ces quelques vers en revendiquant ce statut de forçat en souvenir de ceux de mes camarades qui étaient encore à l'ouvrage, là où finit la terre de notre royaume. Les enfants regardent passer les damnés, pauvres prisonniers en route pour le bagne, séparés à jamais de leurs compagnes, exclus de la vie. Ils sont condamnés. Triste spectacle qui doit servir de leçon, les gamins leur jettent des pierres, tandis que les adultes vocifèrent. La haine se fait insidieux poison. Pauvre bagnard promis à l'enfer, traînant au pied de lourdes chaînes, c'est l'humanité qui se déchaîne dans l'insupportable fracas des fers. Leur démarche résonne sur les pavés. Ils avancent vers une destinée amère pour s'en aller bien au-delà des mers, vers leur épitaphe déjà gravée. Le poids de leurs effroyables crimes pèse sur la conscience des bagnards, jetés très tôt dans de sombres mitards. En Guyane, la société les opprime. Pauvres bagnards promis à l'enfer, traînant au pied de lourdes chaînes, c'est l'humanité qui se déchaîne dans l'insupportable fracas des fers. Embarqués pour la pire des pénitences, ils renonceront au moindre espoir de retrouver honneur et gloire. La mort est au bout de la sentence. La jungle sera la pire des prisons, soumettant les forçats à sa règle. Malheur à qui se prend pour un aigle s'écrasera sans aucune rémission. Pauvre bagnard, promis à l'enfer, traînant au pied de lourdes chaînes, c'est l'humanité qui se déchaîne dans l'insupportable fracas des fers. Pour les exclus de notre société, seul Lucifer leur ouvrira ses bras, quand pour eux sonnera l'heure du trépas, bien loin de toute forme de charité. Même la mort ne sera pas délivrance, débarrassés de leur terrible peine, ils nourriront cette terre lointaine, bien loin du pays de leur enfance. Pauvre bagnard promis à l'enfer, traînant au pied de lourdes chaînes, c'est l'humanité qui se déchaîne dans l'insupportable fracas des fers.